Si vous êtes de ceux qui se sentent perdus face au discours sur la diversité des genres et que vous vous demandez si c'est vous qui manquez d'intelligence, j'aimerais vous rassurer. Ce n'est pas vous le problème, mais le discours sur le genre. Si vous ne comprenez rien, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. Ce discours-là n'a pas de sens. Et l'une des raisons, c'est que l'usage qui est fait du mot genre par ceux qui promeuvent ces discours-là, c'est un usage qui fait en sorte que genre n'est pratiquement plus un mot, parce que ça n'a pas de définition cohérente. Dans cette vidéo-ci, je voudrais montrer que genre est un faux concept, une fausse catégorie, et je voudrais répondre à ceux qui cherchent à cacher l'incohérence et l'absence de définition claire derrière l'excuse de la complexité. Même un mot qui réfère à une réalité complexe, c'est un mot qui peut être défini et qu'on est capable d'appliquer une fois qu'on le comprend. Aussi longtemps que les partisans de la notion de genre vont dire que la seule façon de connaître le genre de quelqu'un, c'est de lui demander à quel genre il s'identifie, et dire qu'il n'existe aucun critère en fonction duquel on peut questionner le genre que quelqu'un dit avoir, ils vont révéler que genre, c'est une fausse catégorie. Même s'ils ajoutent que le genre est complexe, qu'il a plusieurs dimensions, ça ne justifie pas leur prétention que chacun est du genre dont il dit être, sans que les autres puissent remettre en question ce qu'il dit. Pour vous le faire comprendre, je vais d'abord distinguer trois types de catégories. Le langage comprend des catégories qu'on applique à la réalité pour la rendre intelligible. Si une catégorie est valide, elle permet de classifier objectivement le réel. Si un mot est vraiment un mot, quand on le comprend, on est capable de dire à quels objets il s'applique. Et c'est tout aussi vrai si c'est un mot qui s'applique à une catégorie d'êtres humains. Il peut quand même servir à classifier. Si on comprend le mot, on est en mesure de dire s'il s'applique ou non à un humain en particulier. Bon, maintenant, je distingue des types de catégories parce qu'il y a des mots qui sont plus simples à comprendre et à utiliser que d'autres. Certains mots réfèrent à ce que j'appellerais des catégories strictes, d'autres à ce que j'appellerais des catégories de continuum, et d'autres à ce que j'appellerais des catégories d'amalgame. Je parle de catégories strictes pour les cas où la définition du mot comprend une caractéristique qui est la condition pour faire partie de la catégorie. Un mot qui réfère à une catégorie stricte, c'est simple, il s'applique à l'objet ou il ne s'y applique pas. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de contexte dans lesquels le mot s'applique et d'autres contextes dans lesquels il ne s'applique pas. Par exemple, si on parle de la droite et la gauche au sens des côtés, pas au sens politique, au sens des côtés, c'est très simple. Il y a votre main droite et il y a votre main gauche. Votre main qui se trouve du côté droit, c'est-à-dire le côté du corps qui est dominant chez la majorité des gens, c'est votre main droite. L'autre, c'est votre main gauche. Votre main droite, elle n'est pas plus ou moins votre main droite. Elle l'est. Et si c'est votre main gauche, ce n'est pas votre main droite. Même si vous perdiez votre main gauche dans un accident, votre main droite serait encore votre main droite. Si vous perdiez votre main droite, la main gauche ne deviendrait pas la main droite. Et même si vous êtes gaucher, votre main droite est votre main droite. Le seul critère, c'est de quel côté de votre corps elle se trouve. Avec une catégorie de continuum, classifier le réel est un peu plus complexe, mais ça se fait quand même objectivement. Je parle de catégorie de continuum dans la mesure où il y a des mots qui réfèrent à des caractéristiques qui existent à des degrés variables.
Par exemple, si on dit que quelqu'un est grand, ça ne dit pas précisément combien il mesure. On ne peut pas donner un critère qui permette de distinguer un grand humain d'un humain qui n'est pas grand. Bon, bien entendu, un critère, il y en a un, on sait que c'est une question de taille. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas donner une taille précise pour laquelle, sans contredit, un humain est grand et 1 millimètre de moins, il ne serait pas grand. Être grand, ce n'est pas la même chose pour un enfant de 8 ans que pour un adulte, pour un homme que pour une femme, pour un Suédois que pour un Japonais, etc. Il n'en demeure pas moins que qualifier quelqu'un de grand, ça doit se justifier objectivement. Il ne suffit pas de dire c'est mon opinion qu'il est grand pour avoir raison. Si je vous dis que je connais quelqu'un qui mesure 5 pieds 3 et que selon moi il est grand, vous seriez justifié de me dire que non, quelqu'un de 5 pieds 3 n'est pas grand. Et même si je vous disais, mais il s'identifie comme grand, vous auriez raison de répondre que la réalité ne s'adapte pas à comment il s'identifie subjectivement. Il ne suffit pas de s'identifier comme grand pour l'être. Par contre, si je vous apprends que la personne de 5 pieds 3 est grande compte tenu que c'est un enfant de 8 ans, alors oui, en effet, pour un enfant de 8 ans, il est grand. Vous remarquerez que c'est encore objectif. Ce n'est pas ma perception subjective, ni celle de cette personne de l'enfant qui fait que l'enfant est grand. C'est le fait que la majorité des enfants de 8 ans mesurent beaucoup moins que 5 pieds 3. Pour que le mot grand s'applique à un humain, il doit être plus grand que la moyenne pour le groupe dont il fait partie, que ce soit un groupe d'âge, une nationalité, un sexe ou autre. Passons à la troisième sorte de catégorie, les catégories d'amalgame. Pour certains mots, la définition est complexe dans la mesure où il y a une variété de caractéristiques faisant en sorte que le mot s'applique. Je parle de mots qui réfèrent à une série de caractéristiques qui se retrouvent souvent ensemble, mais dont aucune n'est la condition pour que le mot s'applique. Ça peut sembler abstrait, alors allons-y avec un exemple pour clarifier un peu. À peu près n'importe quel mot qui réfère à une catégorie politique est de cette nature-là. Si on dit que quelqu'un est conservateur, ça dit quelque chose à son sujet, mais ça soulève des questions. On peut demander à quel degré et de quelle manière est-ce qu'il est conservateur. Le mot conservateur a un sens, mais il n'est pas toujours simple de dire si une personne en particulier est conservatrice ou non. Quelqu'un pourrait être conservateur sur certaines questions, mais ne pas l'être sur d'autres. Bon, par exemple, on considère l'opposition à l'avortement comme une idée conservatrice, mais il y a des conservateurs qui sont pour le droit à l'avortement. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur les différents sujets sur lesquels on peut être conservateur ou non, ça prendrait plusieurs capsules juste pour ça, mais je vais simplement dire que pour qu'on puisse dire de quelqu'un c'est un conservateur, il doit avoir assez de positions et d'attitudes conservatrices pour qu'il soit légitime de le qualifier comme ça. C'est possible aussi de dire de quelqu'un qu'il est conservateur sur certaines questions, mais qu'il ne l'est pas sur tout. Mais encore là, j'insiste sur mon point principal. Pour avoir raison de le dire, il faut que ça se justifie objectivement par les positions et les attitudes de la personne. Bref, ce n'est pas parce qu'être conservateur repose sur un amalgame de critères que le mot n'a pas de sens, ni qu'il suffit que quelqu'un s'autoproclame conservateur pour l'être sans même que les autres puissent le contredire. Si Gabriel Nadeau-Dubois, le député et porte-parole de Québec solidaire, gardait toutes les mêmes idées qu'il défend depuis des années, qu'il restait dans Québec solidaire, mais qu'il déclarait
Désormais, je suis conservateur parce que je m'identifie comme tel. On aurait toute légitimité de le contredire en disant qu'il n'est pas conservateur. Bref, il y a des mots qui réfèrent à des catégories strictes, des mots qui réfèrent à des catégories de continuum, des mots qui réfèrent à des catégories d'amalgame. Mais dans tous les cas, quand on comprend le mot qui réfère à la catégorie, on est capable de l'appliquer à la réalité sans demander son avis à la réalité qu'on nomme ou qualifie, même si la réalité en question, c'est un autre être humain. J'en reviens au mot genre, si c'est vraiment un mot. Ce mot ne représente aucune catégorie d'aucun des trois types que j'ai distingués. C'est tout simplement une fausse catégorie. Ceux qui promeuvent la notion de genre insistent à l'effet qu'il y a une différence entre sexe et genre. Et quand on demande les définitions, je sais qu'ils ont l'air d'en donner des définitions. Ils disent que le sexe est biologique alors que le genre est culturel, qu'il est un ensemble de normes que la société attribue aux hommes et aux femmes. Les genres, ce serait la masculinité et la féminité, en fait, mais dans leur aspect culturel plutôt que biologique. Alors ici, comprenez-moi bien. Masculin et féminin, ça, ce sont des catégories valides. En l'occurrence, ce sont des catégories d'amalgame. Il y a bel et bien des personnes plus masculines que d'autres, des personnes plus féminines que d'autres, et la masculinité et la féminité sont des ensembles de caractéristiques souvent présentes ensemble, mais dont aucune n'est la condition pour être une personne masculine ou une personne féminine. Et féminin, ce qui se retrouve statistiquement plus souvent chez des femmes que chez des hommes, et masculin, ce qui se retrouve plus souvent chez des hommes que chez des femmes. Pour pouvoir qualifier une personne de masculine ou de féminine, on ne peut pas identifier un critère décisif, ni établir une courte liste de critères, voire on ne peut même pas établir une liste qui serait longue et exhaustive, surtout qu'étant donné qu'il y a une part de culturel d'impliquer, la féminité et la masculinité varient selon les endroits et les époques. Et c'est aussi possible d'être féminin ou d'avoir beaucoup de caractéristiques féminines sans être une femme. C'est possible d'être masculine à un certain degré sans être un homme. Bon, prenons un exemple de caractéristiques masculines. Il serait justifié de dire qu'aimer les sports de combat est une caractéristique plutôt masculine. Ceci dit, une femme pourrait aimer les sports de combat et cette information-là ne suffirait pas pour conclure que cette femme-là est masculine. À la rigueur, on pourrait dire qu'elle a une caractéristique plutôt masculine, mais elle pourrait aimer les sports de combat et avoir par ailleurs plusieurs traits plutôt féminins. C'est aussi possible pour un homme de ne pas aimer les sports de combat et d'être quand même masculin. La masculinité, ça ne se limite pas à aimer les sports de combat. La masculinité et la féminité, ce sont des amalgames de caractéristiques anatomiques, psychologiques, comportementales, vestimentaires, etc. Autrement dit, ici, on parle de catégories d'amalgame. Il reste que masculin et féminin, ce sont des mots. Ça a un sens et on peut les utiliser en fonction de réalités objectives et les appliquer à des humains. Par exemple, prenez Sean Strickland et Mr. Meno, deux hommes. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez googler ou regarder les photos que je propose en lien dans la description pour vérifier, mais bon, écoutez, pour faire court, Sean Strickland, c'est un ancien champion de UFC qui personnifie bon nombre de stéréotypes de la masculinité, alors que Mr. Meno, c'est un YouTuber ouvertement homosexuel
qui rejette les stéréotypes de masculinité dans son discours et dans son attitude, qui adopte certaines attitudes généralement considérées comme féminines. Bref, si on prend connaissance de l'apparence et de l'attitude de ces deux hommes-là, on constate que Sean Strickland est plus masculin que Mr. Meno. Il a plus de caractéristiques typiquement associées à la masculinité. Mr. Meno, c'est un homme qu'on peut qualifier de féminin à certains égards. J'ai pas besoin de leur demander leur avis pour être capable de dire ça. Je constate moi-même, et je vous invite à constater vous-même vous aussi, en faisant une recherche sur eux si vous ne les connaissez pas. La différence entre le sexe de quelqu'un et la question de savoir s'il est conforme aux normes associées à son sexe, on n'avait pas besoin du mot genre pour la faire. Vous remarquerez que j'ai été capable de dire clairement que Sean Strickland est plus masculin que Mr. Meno, bien que les deux soient des hommes, sans avoir besoin du mot genre. Je n'ai pas non plus besoin du mot genre pour parler d'une mécanicienne comme d'une femme qui exerce un métier masculin, donc un métier atypique pour quelqu'un de son sexe. Revenons à la soi-disant définition du mot genre. Je rappelle que ceux qui le promeuvent disent que c'est un ensemble de normes culturelles à distinguer du sexe qui est une réalité biologique, mais ça ne les empêche pas de parler de caractéristiques clairement biologiques comme faisant partie du genre. Entre autres, ils présentent les traits sexuels secondaires comme faisant partie du genre, alors qu'il n'y a aucun doute quant à l'origine biologique et non culturelle des traits sexuels secondaires. Autrement dit, à un moment de la discussion, le genre était culturel et c'était ça qui le distinguait du sexe. Et compte tenu qu'ils insistent pour dire que le genre de quelqu'un est indépendant de son sexe, ça veut dire que pour que ce soit cohérent, la notion de genre doit exclure les différences biologiques entre les sexes. Mais à un autre moment de la discussion, le genre inclut à la fois des éléments culturels et des éléments biologiques. Mais là, si on inclut les différences biologiques entre les hommes et les femmes dans la notion de genre, alors le sexe de quelqu'un fait forcément une différence quant à son genre. Ce qui veut dire que deux personnes de sexe différents ne peuvent pas avoir le même genre. Or, vous remarquerez que, en plus de nier que le genre dépende du sexe, ceux qui promeuvent les discours sur le genre présentent des personnes qui ne sont pas du même sexe comme étant du même genre. Les personnes qu'ils appellent des hommes cisgenres sont de sexe mâle. Les personnes qu'ils appellent des hommes transgenres sont de sexe femelle. Mais ils vont dire que toutes ces personnes sont du même genre. Le genre masculin ou le genre homme. À ce sujet-là, revenons à la comparaison entre Sean Strickland et Mr. Meno. Si la masculinité est un genre, alors il faut admettre que ces deux hommes ne sont pas du même genre. En tout cas, pas complètement du même genre, puisque l'un des deux est beaucoup plus masculin que l'autre et que l'un des deux a des traits clairement féminins. Et pourtant, là aussi, les promoteurs de la notion de genre diraient que les deux sont de genre masculin ou que leur genre, c'est homme. Alors bref, ni le sexe d'une personne, ni son degré de conformité aux normes de masculinité ou de féminité ne fait de différence quant à son genre. En l'occurrence, ceux qui promeuvent la notion de genre vont dire que les hommes transgenres, les hommes cisgenres, ainsi que Sean Strickland et Mr. Meno, qu'ils vont tous les deux qualifier d'hommes cisgenres, c'est-à-dire supposément des personnes nées hommes qui se reconnaissent dans le genre associé à leur sexe, en dépit du fait qu'il serait faux d'affirmer qu'ils se reconnaissent tous les deux dans les normes associées à leur sexe, puisque ce n'est pas le cas pour Mr. Meno. Bref,
Ils vont dire que ces individus sont tous des hommes parce que tous s'identifient comme des hommes. Alors finalement, le genre, ce n'est pas des normes culturelles, ni un amalgame de normes culturelles et de faits biologiques, mais une auto-identification. En plus, ils assimilent le mot homme à un genre, alors que ce mot-là réfère à l'humain de sexe mâle. Ils disent qu'il faut faire la différence entre sexe et genre, mais ils entretiennent la confusion entre les deux en utilisant les mots homme et femme comme s'ils référaient à des genres. Comprenez-moi bien, bien sûr que Mr. Meno et Sean Strickland sont tous les deux des hommes. L'un est autant un homme que l'autre, parce que les sexes, c'est un exemple de catégorie stricte. Un homme est un être humain de sexe mâle, c'est-à-dire dont le phénotype est organisé autour de la production de sperme. C'est la condition pour être un homme. Du coup, Sean Strickland et Mr. Meno, aussi différents soient-ils l'un de l'autre, sont tous les deux des hommes. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de s'identifier comme des hommes parce que ce sont des hommes. Il y a un critère pour être un homme, c'est d'être un humain de sexe mâle. Après, les hommes ont des personnalités variables, ils sont conformes de diverses manières et à des degrés divers aux normes de masculinité. Non seulement c'était possible de parler de ça sans utiliser le mot genre, mais cette fausse notion est même venue jeter la confusion sur la différence entre dire si quelqu'un est un homme et dire si quelqu'un est masculin. Alors si je résume, ceux qui promeuvent la notion de genre semblent d'abord désigner par là la féminité et la masculinité strictement dans leurs aspects culturels, mais on découvre en les lisant ou en les écoutant qu'ils parlent de la féminité et de la masculinité en y incluant les aspects biologiques. Et à cette contradiction s'en ajoute encore une autre, parce qu'à d'autres moments, le genre, ce n'est pas être féminin ou masculin, mais être une femme ou un homme. Et par ailleurs, ils disent qu'on ne peut se fier ni au sexe de quelqu'un, ni à son apparence, ni à son habillement, ni à ses façons d'agir, ni au rôle social qu'il joue pour connaître son genre. Ils en viennent à dire que le genre est un ressenti intime qui n'est accessible qu'à l'individu et que lui seul peut dire quel est son genre. À quoi bon parler de traits masculins et féminins quand on prétend parler de genre, si on est pour nier ensuite que ces traits objectivement constatables font le genre de quelqu'un, et pour dire que le seul critère pour déterminer le genre de quelqu'un, c'est le fait qu'ils disent être de ce genre-là. C'est contradictoire. C'est incohérent. Et là, j'entends d'ici ceux qui veulent me répliquer que je ne fais pas la différence entre identité de genre et expression de genre. C'est toujours aussi incohérent avec cette distinction-là. Ce qu'ils appellent l'expression de genre, ils, ceux qui promeuvent la notion de genre, les discours sur la diversité de genre, ce qu'ils appellent l'expression de genre, ce serait la manière dont la personne exprime son identité de genre. C'est-à-dire qu'elle ferait savoir par ses choix vestimentaires, sa gestuelle, etc., quel est son genre. Mais encore là, ils nous disent qu'on ne peut pas se fier à l'expression de genre de quelqu'un pour déterminer son genre. Que s'il dit avoir un genre autre que celui dont on a présumé en le regardant, alors il faut se fier à ce qu'il dit et éviter de le contredire. Mais en quoi est-ce que c'est l'expression de genre si ça ne permet pas de savoir quel est le genre de la personne? Et ils en reviennent toujours à le genre que la personne dit avoir, eh bien c'est son genre. On n'a pas à le remettre en question. Eh bien voilà, c'est une fausse catégorie. Ça veut dire qu'indiquer le genre de quelqu'un, ce n'est indiquer aucune information sur lui en fait. Ça n'indique ni son sexe,
ni des éléments de son apparence, ni des éléments de sa personnalité, ça ne dit rien du tout. Si on ne peut pas spécifier en quoi consiste le genre, même le fait de s'identifier à un genre est inutile. À quoi bon s'identifier à quelque chose d'indéfinissable?